Zulflawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, du temps qui passe et de l'amitié. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Elsa Flagel. Elsa Flagel, bienvenue à Berbère Télévision. Eh bien, merci. Je vous en prie, vous venez de publier un excellent roman, L'Imijoré, aux éditions Julliard. C'est une chronique qui va sur près de 20 ans. C'est l'histoire d'une amitié de Clara et de Lucille, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une amitié qui commence à l'adolescence et qui se poursuit donc sur 20 ans. Donc dans le roman, on les suit sur 20 ans. Elle commence en 1992 et le roman se termine en 2015. Mais on imagine que cette amitié va continuer longtemps. C'est ce que vous dites à la fin du roman. Vous dites « nous sommes toujours là ». Voilà. C'est Clara qui raconte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le narrateur, c'est Clara. Elle parle donc de cette amitié avec Lucille, qui est donc son amie. Et elles se rencontrent donc en 1992 au collège, dans un collège des beaux quartiers parisiens, dans lequel elles sont l'une et l'autre un peu tombées là par hasard, parce qu'elles profitent chacune d'un loyer 48, enfin leur famille. Oui. Donc elles sont là dans un quartier un peu bourgeois alors qu'elles ne le sont pas tant que ça. Et elles commencent à être amies justement parce qu'elles sont un petit peu en décalage avec les autres. Et cette Clara, elle raconte, et au départ, elle dit que cette amitié, elle n'est pas vraiment évidente. En revanche, du côté de Lucille, oui, Lucille, elle est déjà amie avec Clara. Oui, en fait, c'est une amitié au départ, c'est un coup de foudre à retardement. C'est ce que dit Clara d'ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire que Lucille a un coup de foudre pour Clara, mais Clara n'a pas du tout un coup de foudre pour Lucille parce que c'est l'âge des réputations un peu. Elles ont 13 ans, donc c'est l'âge où on se fie beaucoup à ce que les autres pensent. Et elles sont toutes les deux un peu décalées, donc Clara, je trouve que Lucille, c'est un peu une pauvre fille, quoi. Une espèce de grande blonde, un peu dégingandée, un peu maladroite, assez singulière à vrai dire. Donc bon, elle n'est pas très très attirée par cette fille-là. Et puis en fait, un jour, le déclic, enfin le coup de foudre, comme je l'appelle. C'est quelqu'un d'autre qui va lui dire que cette fille est géniale, mine de rien. Voilà, c'est ça. C'est par les autres que finalement la rencontre va se faire. C'est une fille comme ça, en plus, qui n'a pas vraiment d'importance, qui un jour va dire à Clara, mais Lucille, c'est une fille géniale, tu devrais tellement être son amie. Et du coup, elle ne sait pas pourquoi, mais ça agit comme une révélation sur elle. Et à partir de ce jour-là, elle va accepter cette amitié que lui offre Lucille, que jusqu'à présent, elle rejetait. Oui, et puis donc cette amitié sera l'occasion pour l'une et l'autre d'aller chez l'autre, donc voilà, de connaître les parents. Voilà, c'est ça. Et elles sont toutes les deux dans des familles assez similaires, c'est-à-dire monoparentales. Donc oui. Elles sont toutes les deux élevées par leur mère. Donc elles sont chacune dans un appartement, donc loyer 48, donc c'est-à-dire très peu cher. Oui. Et elles ont toutes les deux des mères un petit peu qu'elles imaginent un peu fantasques. Après, finalement, ce sont juste des femmes libres et seules, mais qui ont, dans le quartier dans lequel elles vivent, par rapport aux autres qui sont dans des familles plus traditionnelles, on va dire, bourgeoises, traditionnelles. Elles ont l'impression qu'elles sont un peu originales. Et la seule grosse différence, c'est que Lucille est enfant unique et que Clara a un frère et une sœur avec lesquels elle doit cohabiter. Donc elles s'envient chacune leur situation. Et la première fois que Clara va chez Lucille, elle a un peu des appréhensions. Elle se dit que je vais aller dans un endroit probablement bourgeois, qu'il faudra mettre les manières, les politesses, etc. Et il s'avère que ce n'est pas le cas du tout. Voilà, c'est ça, parce qu'elle est habituée à ça en fait. Clara, elle vit donc dans un univers un peu bourgeois. Et quand elle va chez les autres, elle a toujours l'impression qu'il faut qu'elle se tienne droite et qu'elle soit à la hauteur de cette bourgeoisie. Chose qu'elle a du mal à faire, puisqu'elle-même ne l'est pas. Et parce que sa mère est un peu une 68arde, on va dire, pour résumer. Oui. Et quand elle arrive chez Lucille, elle se rend compte qu'en fait, chez elle, c'est exactement pareil, que l'appart est crade, qu'il y a un chat obèse qui ressemble à rien,
la mère, elle fume des cigarettes toute la journée. Enfin voilà, c'est pas du tout l'environnement ouaté et aux moquettes profondes. C'est ça. Des beaux quartiers, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est bien raconté, hein. C'est très profond, hein. C'est une écriture qui a une musique, qui a même une oralité, hein. Vous reprenez des mots à la fin de certaines phrases, par exemple. Et donc, c'est la mère de Lucile qui va donner ce surnom à ces deux jeunes filles, les mijaurées. Et elle le donne dans un moment un peu différent, je vais dire, hein. Oui. Elle-même n'est pas consciente de ce qu'elle va dire. Oui, parce que la mère de Lucile est suédoise. Oui. Ce qui explique ce pourquoi elle ne sait pas. Enfin, ceci dit, je pense qu'il y a peut-être des Français qui ne savent pas ce que veut dire mijauré. Mais en l'occurrence, la mère de Lucile est suédoise. Et à une nuit où donc Clara va dormir chez Lucile, comme on le fait à cet âge-là, on dort les unes chez les autres, voilà. Elles sont réveillées par la mère de Lucile qui est en proie à une crise de somnambulisme. Et qui, en pleine nuit, donc, les traite de mijaurées. Bon, donc les deux filles, elles reçoivent ça dans la figure, ça les fait beaucoup rire et en même temps ça les effraie un peu, parce que les gens qui sont elles ne connaissent pas encore. Mais voilà, elles ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Alors elles ont une vague idée parce qu'elles se disent ça ressemble à du Molière un petit peu, parce qu'elles étudient Molière à l'école, donc mijaurées, ça ressemble à du Molière, mais bon. Elles ne savent pas, et donc le lendemain matin, au réveil, elles demandent à la mère de Lucile, donc elle lui raconte ce qui s'est passé. Elle ne se souvient pas, puisqu'elle était somnambule, donc elle ne s'en souvient pas. Et elles se rendent compte qu'en fait, personne ne sait ce que ça veut dire mijaurée, ni la mère de Lucile, qui donc les a traitées de mijaurées, ni elles-mêmes. Donc elles vont dans un dictionnaire, elles regardent et elles se rendent compte de la signification de mijaurée, et c'est quelque chose qui leur reste du coup. Voilà. Qu'elles acceptent même, au fait. Oui, voilà, c'est une gentille insulte, mijaurée. Voilà. C'est pas, pas horrible quand même. Donc, c'est plutôt charmant, on va dire. C'est ça. Et puis donc, votre roman hein, donc, est aussi une chronique du temps qui passe, de toutes ces années-là. Hein. Donc, par exemple, il y a le sida qui arrive et cette Clara qui est un peu révoltée déjà, hein, donc sera victime d'une rumeur. Oui, en fait, donc ce beau quartier, puisqu'en fait c'est quand même un peu ça le point de départ du livre, hein, c'est cette différence supposée entre ces deux jeunes filles et le milieu dans lequel elles évoluent, où socialement elles ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à s'inscrire. Et donc c'est les années sida, vraiment, comme on les a appelées après, bien ou mal, je ne sais pas, mais bon. Donc où on parle énormément du sida, où c'est la révélation du monde de la gravité de la maladie, oui. Et où on a l'impression qu'on va trouver des vaccins, enfin le monde entier se mobilise contre le sida. Et donc elles évoluent dans ce climat un peu de peur du sida qui était très fort à l'époque et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, en tout cas en France, en tout cas beaucoup moins en France. Après ailleurs je ne sais pas, mais ça a été énormément minimisé. Et à l'époque, donc c'est très fort comme sentiment, et donc on en parle beaucoup. Et un des garçons de leur classe, un jour, parle des homosexuels. Enfin, lui, il ne dit pas homosexuel d'ailleurs, il dit PD, ce qui agresse énormément Clara, puisque tous les copains de sa mère sont homosexuels, donc, ou presque. Donc ça la choque énormément. Pour elle, c'est une insulte. Et pour lui, bah non, c'est la manière dont on dit homosexuel. Donc il dit que le sida s'attrape en se faisant la bise, en se touchant, et qu'il faut faire attention quand on croise en gros un homosexuel parce qu'il pourrait vous le refiler. Et elle, ça la met complètement hors d'elle puisque elle sait que c'est faux. Et puis elle voit bien le sous-texte de ce genre de critique, quoi. C'est très clairement quelque chose de négatif. Donc elle essaie de se défendre comme elle peut, de défendre la cause homosexuelle parce que ça la révolte, et elle a raison. Et donc, du coup, comme ce type est un peu con, eh ben, il la soupçonne finalement d'être séropositive, et du coup, la rumeur va enfler. Elle sera un peu Isabelle Adjani. Voilà, c'est ça. La Isabelle Adjani l'établissement, parce qu'il y a eu cette rumeur aussi. Voilà, c'est ça. C'était à ce moment-là, c'était un peu avant d'ailleurs, Isabelle Adjani. Donc, c'est une blague qu'elles se font toutes les deux, parce qu'en fait... elles savent bien que c'est beaucoup moins grave que ça l'était pour Isabelle Adjani, la pauvre, mais c'est une manière aussi de se valoriser dans le malheur, entre guillemets. Isabelle Adjani, c'est pas mal comme comparaison. Tout à fait. Et puis donc, Clara et Lucile vont devenir très proches. Et donc, Clara va partir en Suède avec Lucile.
Oui, en fait, elle l'invite donc à passer des vacances d'été dans sa famille suédoise, donc sur une île sans voiture, perdue au fin fond de la Suède. Et donc Clara la suit, un peu au départ pas très tentée à vrai dire par la Suède. Elle s'imagine qu'il fait froid tout le temps, que c'est un pays austère. Bon, elle n'a pas complètement tort par certains côtés. Mais, et donc elle la suit de manière, voilà, parce qu'elle n'arrive plus à lui dire non. Et donc elles arrivent là-bas et elle se rend compte, il y a une espèce de choc des cultures qui s'opère, alors que la Suède, c'est quand même pas très très loin Oui. de la France. Mais il y a un choc des cultures qui s'opère et surtout, elle va découvrir son amie parce que donc Lucille est bilingue, elle parle donc Oui, elle parle très bien le suédois, voilà, bien sûr. sûr. Et elle va la découvrir dans sa famille, parlant suédois. Elle ne comprend pas un traître mot de suédois. Et adorée par ses grands-parents qui vouent une admiration totale à la France. Et elle, complètement larguée. La France au vin français. Le vin français, voilà. Le grand-père. Le grand-père est complètement fan de vin français, donc il boit n'importe quelle piquette avec une belle étiquette dorée. Il a l'impression que c'est un grand cru. Oui. Il n'est pas très connaisseur, en fait, il adore ça, mais il n'y connaît rien. Et donc, elle va, en fait, ça va être un peu une évolution, ces vacances-là, parce que elle découvre son amie donc, dans un autre univers que l'univers dans lequel elles se sont connues, où elle a l'avantage, finalement, Lucille parle la langue, elle connaît tout le monde, c'est un endroit où elle va depuis qu'elle est née, c'est sa famille. Et l'espèce de rapport de force qu'il y avait au départ entre elles deux, c'est-à-dire Clara qui finalement a choisi Lucille, mais c'est un deuxième choix. Oui. Là, le rapport va un peu s'inverser et elles vont finalement revenir à un point d'égalité qui après ne les quittera plus. Mais au départ, il y a quand même un rapport de force un peu entre elles qui, du coup, le pays le révèle. Cette Clara va rencontrer aussi des jeunes Suédois. Voilà. Donc, elle s'initie un peu à la vie de ces jeunes-là, de cette époque-là, hein, dans cette île où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Oui, et puis en fait, elle a une vision vraiment d'une étrangère, donc elle a l'impression, ils sont tous blonds, ce qui n'est pas complètement faux, hein, oui. Les Suédois sont assez blonds, et donc elle voit un peu une société idéale où tout le monde a l'air parfaitement sain, heureux, optimiste, parce que c'est vrai qu'il y a une différence de culture quand même entre les Suédois et les Français. Et donc les garçons en font partie, et les filles aussi, les Suédoises en font partie. Elle a l'impression que les adolescents sont tous très harmonieux, alors qu'elles-mêmes, elles se sentent extrêmement françaises, pas du tout harmonieuses, un peu en colère. Insatisfaites, un peu sales, et elles ont l'impression que les Suédois ne sont que paix et harmonie, ce qui est faux évidemment, mais c'est la vision qu'elles ont de l'extérieur. Et elle va piquer une jalousie, une crise de jalousie, parce que donc à table, tout le monde ne parle que suédois. Et elle, bon... elle comprend rien. Pas. Et le suédois, quand on ne connaît pas, on comprend rien. Donc elle va se sentir rejetée. C'est un peu ce que je disais précédemment. Oui. C'est-à-dire que là, le rapport de force explose et elle se rend compte que finalement, la relation entre elles deux, avant ça, ne fonctionnait aussi que parce que c'était elle qui décidait. Là, elle ne comprend pas, elle est obligée de se mettre au diapason. Donc elle va piquer une crise de jalousie pour essayer de faire payer à son amie le fait qu'elle ne comprenne rien, alors qu'elle n'y est vraiment pour rien. Elle n'y est pour rien. Et puis elle va revenir plusieurs fois en Suède, et à un moment donné, donc Clara va s'apercevoir quand même que son amie est visiblement malade. Alors oui, en fait, au départ, elle ne se dit pas qu'elle est malade, elle se dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. Là, elles sont un peu plus âgées, elles ont 18 ans, oui. Et, enfin 19. Et elles partent en Suède et les vacances ne se passent pas tout à fait comme d'habitude. Elles y vont tous les ans, c'est leur rituel, elles partent en Suède tous les étés. Et Clara se rend compte que Lucille est un peu différente, qu'elle est moins gaie, qu'elle est plus renfermée sur elle-même, elle passe son temps à lire, alors que c'est un personnage qui est très solaire, le personnage de Lucille, très positif, très énergique, très battant. Clara est un peu plus renfermée, on va dire. Et là, les rôles s'inversent un peu. Lucille n'est pas comme d'habitude. Et puis physiquement, c'est aussi physique, ça n'est pas que psychologique. Physiquement, elle la voit changer, elle ne reconnaît pas son corps, elle trouve qu'elle a grossi, elle a perdu ses cheveux, elle a des marques un peu bizarres sur le corps partout. Et elle va se préoccuper de son amie à ce moment-là plus qu'elle-même. C'est-à-dire que
Lucile se laisse un peu aller dans cette espèce d'état étrange, sans se poser plus de questions que ça. Elle ne s'inquiète pas plus que ça de son état. Et c'est son amie, c'est là où l'amitié prend quand même je trouve une force. C'est que c'est l'amie qui va s'inquiéter de la santé. C'est quand elle va revenir en France qu'elle va tout de suite essayer de comprendre. Et sa sœur, qui fait des études de médecine, lui sera très utile, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, elle rentre en France et elle raconte à sa sœur qui donc est en train de réviser le concours pour entrer en première année de médecine, qui donc est très dur. Donc elle le redouble. Donc c'est la deuxième fois qu'elle le passe. Donc elle est dans les bouquins jusqu'au cou. Et donc, quand Clara rentre de vacances, elle raconte à sa sœur tous les symptômes qu'elle a vus chez sa copine, ne se doutant pas que ça peut donner quelque chose, mais trouvant quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, et que personne n'a l'air de s'en inquiéter à part elle, et elle ne sait pas si c'est elle qui surinvestit la chose ou si vraiment il y a quelque chose qui cloche. Et pourtant, quand elle va appeler son amie, au fait, son entourage s'inquiétait, mais n'osait pas dire quelque chose. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Une fois qu'on sait, qu'on pose un diagnostic, tout le monde fait « Ah mais oui, j'en étais sûre, je m'en étais rendu compte ». Avant ça, c'est vrai que comme c'est des symptômes qui sont finalement assez mince, quoi. Il faut vraiment bien connaître la personne, sauf physiquement, elle est très transformée, mais bon, c'est un âge où on change, c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs, c'est un âge où on grossit, on mange trop de bonbons, ou je ne sais trop quelle connerie. Du coup, en fait, quand elle l'appelle pour lui annoncer qu'elle a une maladie qui est une maladie qui est très grave en plus, Clara a très peur de sa réaction puisqu'elle lui annonce quelque chose de quand même d'extrêmement... Mais elle est soulagée, Clara, de savoir que son amie est malade de telle maladie, même si c'est un peu grave, mais ça se guérit quand même. Oui, en fait, elle est soulagée par deux côtés et c'est là où ça devient complexe, mais c'est toute la complexité de l'amitié que je raconte dans ce livre. C'est-à-dire qu'elle est soulagée par plusieurs aspects. Pour son amie, parce qu'elle sait, voilà, il y a quelque chose, son amie n'est pas en train de changer, elle n'est pas en train d'avoir une personnalité qui vire, entre guillemets, comme on dit, d'une couleur. Elle n'est pas en train de devenir quelqu'un de triste, de renfermé. Non, il y a une raison, c'est objectif. Et en même temps, elle est soulagée pour elle-même parce que ça vient d'elle. C'est grâce à elle qu'on découvre la maladie, enfin grâce à sa sœur. Donc c'est elle qui apporte la solution. Donc elle est partie prenante dans le processus de guérison. Elle est là, ça ne fait que solidifier cette amitié, que la renforcer finalement, la maladie. Alors qu'en fait, finalement, non, ça ne va pas la renforcer, au contraire, ça va la mettre à l'épreuve. Bien sûr. Et donc, je disais tout à l'heure, votre roman, c'est aussi une chronique de ces temps-là. Hein. Vous parlez de la crise des 35 heures et vous parlez aussi de ce fameux été 1998. Donc, il y a le mondial du football qui est organisé en France, que la France va remporter. Et donc, les deux filles aussi s'y mettent aussi au football d'une certaine façon. Oui, elles sont complètement opportunistes sur ce coup-là, parce qu'avant ça, alors le foot, elles trouvent ça complètement... pour elles, c'est un truc de beauf, de mecs complètement de hooligans racistes. Enfin bon, elles trouvent ça atroce. Et puis, à partir du moment où la Coupe du Monde, comme ça se passe en France, il y a une espèce d'énorme ébullition. Tout le monde est très concerné. Elles se mettent à aimer ça. Et puis, la France gagne, qui plus est, c'est surtout ça qui fait qu'elles se sentent très concernées. Donc, c'est l'occasion d'être dans un état de liesse, en fait. Et c'est l'occasion aussi d'aller dans les cafés, de voir les matchs avec les garçons et d'en rencontrer aussi. Voilà, c'est ça. C'est un tout, en fait. C'est pas que le foot en tant que tel. C'est l'excitation du match, plus le fait de gagner, plus rencontrer des gens, et tout le monde est heureux, et tout le monde s'aime. Et c'est vraiment, c'était le slogan de 98, ça, c'est Black, Blanc, Beurre, et il n'y a aucun problème. Et c'est une espèce de société idéale, en fait, la Coupe du Monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque, en tout cas. Probablement beaucoup de gens l'ont vécu de la même manière. Et donc, Lucile va revenir en France, elle va faire son opération, voilà. Oui, c'est ça. Elle rentre, elle se fait opérer très vite puisque c'est très grave, donc il faut agir assez rapidement. Et en fait, au moment où donc, elle va se faire opérer, elle pense que c'est terminé. C'est-à-dire que la maladie est censée être réglée une bonne fois pour toutes. C'est une tumeur au cerveau, cette maladie, en fait. Donc la tumeur est enlevée, c'est fini. Elles reprennent le cours de leur vie. Lucile redevient la personne qu'elle a toujours été. Finalement, ça n'a été qu'un pas de côté, quoi. Et en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une maladie qui est très longue et qui ne guérit pas vraiment. Et c'est une tumeur qui va repousser, en fait, 3 ans plus tard. En 2001, donc
l'été 2001, juste avant les attentats du 11 septembre, qui ont leur importance aussi dans le livre. Oui. Cette maladie, cette tumeur donc a repoussé. Il faut réopérer une deuxième fois du cerveau, donc c'est toujours quelque chose d'assez lourd. Et c'est là que la première faille dans l'amitié en fait va se créer avec l'effondrement des tours jumelles qui donc sont un peu les jumelles qui s'effondrent. Donc il y a des jumelles qui s'effondrent des deux côtés. Et en fait, il y a un garçon, évidemment, c'est lui qui va symboliser. Ce sera la cause de la rupture, hein, pour un moment en tout cas, hein, entre Lucille et Clara, puisque donc Clara va s'amouracher donc de l'ami de Lucille. Voilà, alors c'est pas vraiment le copain de Lucille, mais c'est quelqu'un avec qui elle est vaguement, c'est pas clair, enfin bref, c'est quelque chose d'un peu flou. Et du coup, Clara va tomber amoureuse de ce garçon. Mais Lucille va mal prendre le fait qu'ils soient ensemble. Voilà, elle va très mal le prendre. Elle va se faire opérer en plus dans quelques jours. Donc elle est dans une situation de grande fragilité. Et puis comme le sont les gens qui sont malades aussi, c'est-à-dire de grandes demandes par rapport à l'autre, qui nécessite d'être complètement dévouée. Et à ce moment-là, il se trouve que Clara, elle est dévouée, mais elle est amoureuse de quelqu'un, de ce garçon donc, qui s'appelle Samuel. Et donc ça va faire littéralement exploser, comme les tours jumelles explosent, leur relation à ce moment-là explose, puisque Lucille, quand elle apprend que Clara et Samuel sont ensemble, l'interdire de le voir. Donc, évidemment, Clara va refuser. Elle va refuser, et quand elle l'appelle pour lui donner la nouvelle de cet attentat donc, du 11 septembre, Clara est justement avec son amie. Voilà, elle l'apprend en fait, évidemment à ses dépens. Lucille apprend que Clara et Samuel sont ensemble le jour des attentats du 11 septembre. Et donc, c'est là que leur relation explose. C'est un attentat amical, quoi, on va dire, en même temps qu'un attentat. Tout à fait. Et puis donc, ces deux filles qui sont très proches ont aussi des ambitions, puisque maintenant elles ne sont plus aussi médiocres. Parce qu'au départ, vous les décrivez dans leur cours comme étant assez moyennes, mais maintenant elles sont passées à un stade supérieur. Et donc, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, le truc, c'est qu'elles sont médiocres aussi parce qu'elles sont déjà adolescentes. C'est l'âge un peu de la médiocrité, je trouve. Où finalement, soit on ne sait pas ce qu'on veut faire, et heureusement, parce qu'on est très jeune, donc je trouve que c'est très bien de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 14 ans. Et en même temps, l'école, est-ce que c'est vraiment une priorité? Et elles sont dans un collège, en plus, qui est très élitiste, qui est très difficile, donc elles sont complètement nulles. Clara est médiocre, Lucille est complètement nulle. Et donc, quand elles vont aller au lycée, dans un autre lycée normal, on va dire, parisien, d'un coup, elles vont devenir des super bonnes élèves. D'un niveau supérieur. Voilà, d'un coup, elles se révèlent à elles-mêmes parce qu'elles sont juste moins durement jugées par leurs professeurs. Oui. Et du coup, leurs aspirations émergent à ce moment-là, c'est-à-dire que Lucille veut devenir réalisatrice de films et Clara veut devenir écrivain, tout simplement. Elles ont toutes les deux des prétentions assez grandes. Et tout d'un coup, et donc cette Clara, qui n'a jamais été sûre de quelque chose, maintenant elle est sûre d'être publiée. Elle veut écrire, elle n'a pas encore écrit, mais elle sait qu'elle sera publiée. Enfin, elle écrit un petit peu, il y a des choses qui ne sont pas concluantes pour elle, des petites choses. Mais oui, elle est sûre que sa vie ce sera ça, alors que c'est un personnage qui doute énormément, qui n'est jamais sûr de rien, qui ne sait pas. Et par ailleurs, elle est tout à fait certaine que l'écriture c'est pour elle et qu'un jour elle aura un livre avec son nom dessus et que ça va marcher. Et ce qui est étonnant pour ce personnage-là, c'est pas son style, voilà. Alors que Lucille est un personnage beaucoup plus battant, qui elle n'a pas peur, voilà, c'est un personnage qui n'a pas peur. Clara est un personnage qui a peur tout le temps. Qui doute. Qui doute beaucoup. Oui. Et donc, de toute façon, son rêve deviendra réalité. Et on verra tout ça après une pause publicitaire. On revient donc au débat avec l'écrivain Elsa Flagel, qui vient de publier un roman exquis et captivant qui s'appelle Les Mijaurées, c'est aux éditions Julliard. Donc Elsa Flagel, nous disions donc ces deux personnages ont des rêves, bien sûr. Et donc, le rêve de Lucille, c'est de faire des films.
Oui, de devenir réalisatrice de films. Oui. Donc, et Clara de devenir écrivain. Donc elle s'imagine un futur radieux, évidemment, et commun, où Lucille adapterait les romans de Clara au cinéma, où elles seraient toutes les deux couronnées de gloire dans un monde idéal, où elles seraient couronnées de succès l'une et l'autre pour leurs œuvres. Et c'est pas ce qui va se passer idéalement, parce qu'on les suit pas assez longtemps pour le savoir, mais disons que ces rêves-là qui paraissent quand même un peu fous. En plus, c'est des personnages qui sont un peu flottants, on va dire. C'est des douces rêveuses, quoi. Elles sont pas complètement ancrées dans la réalité. Elles ont un peu du mal à s'ancrer dans la réalité, justement. Et bien, bizarrement, ça, elles vont réussir à le faire, ce qui est assez optimiste. Voilà, c'est quelque chose de positif dans le livre, je trouve. Et le livre, donc les chapitres du livre, donc sont titrés par les années. Donc c'est ce temps-là qui passe, et parfois on a des flashbacks. Donc c'est un peu un procédé cinématographique. Oui, littéraire aussi, je pense. Littéraire aussi, bien sûr. Je pense que c'est pas lié qu'au cinéma, mais effectivement, en fait, on a des... Donc le livre se déroule sur une vingtaine d'années, et tout est raconté par année, mais comme je ne pouvais pas raconter que 1994 et 1998, c'était un peu réducteur dans une amitié, comme il y a énormément d'ellipses. Je me suis permise de revenir en arrière, même au sein même d'un chapitre sur une année. Donc je reviens pour un peu raconter ce qui s'est passé pendant l'ellipse de temps qu'il y a eu entre les plusieurs chapitres, et qui du coup me font faire effectivement des flashbacks. Oui, c'est un procédé qui est un peu cinématographique, mais je pense aussi très littéraire. Ouais. Il est littéraire aussi, et d'ailleurs le roman lui-même est un bel hommage à l'écriture, à elle-même. Hein. Donc Clara, quand elle s'engage dans ce chemin de l'écriture, dit « Écrire est devenu mon nouvel amant, aussi exigeant qu'entêtant, aussi éblouissant qu'impatient, aussi doux que cruel. La caresse et la gifle, le si doux supplice d'écrire. » C'est très joli, c'est très beau. Ben oui, parce qu'en fait, il se trouve qu'au moment où Clara décide d'écrire, vraiment, elle vient d'avoir un énorme chagrin d'amour. Oui. Ce qui explique pourquoi elle en parle dans ces termes-là. Le nouvel amant, c'est parce qu'il fait suite à une énorme déception amoureuse. C'est ça qui lui donne finalement le courage de se lancer, et l'envie même d'écrire tout court. Donc, le supplice de l'amour, comme elle le ressent elle, c'est-à-dire ce mélange d'obsession, d'aliénation plutôt, et en même temps de joie intense, de bonheur, elle le retrouve dans l'écriture, c'est-à-dire l'aliénation de l'écriture, puisque c'est quand même assez aliénant quand on écrit un livre. C'est comme si on avait un nouvel amant, ou comme si on avait un nouvel enfant, c'est-à-dire qu'on l'aime d'un amour absolu au moment où on l'écrit. Moi, ça me fait ça en tout cas, quand j'écris un livre, je ne pense qu'à ça. J'aime le retrouver, et en même temps, quand ça ne marche pas, quand l'écriture ne vient pas, puisque on n'écrit pas au fil de la plume, ça arrive même assez souvent, il faut bien le dire. Bien sûr. C'est une déception immense, et c'est un sacerdoce, quoi. Oui. Donc c'est cette dualité, voilà, que je voulais un peu raconter à ce moment-là. Le si doux supplice d'écrire, c'est vraiment ça, c'est la gifle et la caresse, oui. Oui, et donc Clara, elle écrit, et Lucille l'encourage aussi. Oui, elles sont elle très a confiance en elle, au fait. Ouais. En fait, elles sont très positives, et elles se poussent l'une l'autre à accomplir leurs rêves, finalement. Donc, c'est ça que je trouvais très beau aussi à raconter. L'amitié, il y a eu de la trahison en amour, il y a de la rivalité parfois, il y a de la jalousie, et il y a aussi énormément de bienveillance, et à quel point on peut s'aider dans l'amitié et trouver un appui et se révéler à soi-même finalement. Et elle se révèle à elle-même dans le travail grâce à l'une et à l'autre, et au regard qu'elles portent l'une sur l'autre. Clara était en admiration devant les films que va faire Lucille, et Lucille est également en admiration devant les écrits de Clara. Il y a une espèce d'émulation artistique en fait, et de chance du coup, qui est provoquée, ou je ne sais pas d'où elle sort cette chance-là, mais il y a une chance qui va naître de ce duo-là. Professionnel. Bien sûr. Et donc, Clara envoie un manuscrit à des éditeurs, mais pour le coup, ça ne marche pas.
Alors le tout premier, non, ne marche pas effectivement, mais elle y croit pas trop non plus. Elle c'est un peu. Elle-même, voilà, elle se dit si je suis publiée, vraiment les gens ne savent pas ce qu'ils font, quoi. C'est pas possible. Oui. Mais elle fait ça comme un test, pour se mettre à l'épreuve, et puis pour se dire qu'elle l'a fait, et puis pour continuer à avancer. Effectivement, donc ce premier manuscrit, comme souvent, quand on essaie d'être publié. On n'est pas forcément publié du premier coup. Bien sûr. Et donc ce premier manuscrit ne trouve pas preneur, mais ça lui donne quand même l'énergie de continuer. Et notamment, il y a un éditeur qui lui répond quand même un truc un peu personnel et qui lui dit que... De continuer d'écrire. Qui lui dit d'écrire de manière un peu autoritaire. Oui. Qui lui dit d'écrire absolument à l'impératif. Et là, vous inventez quelque chose par rapport au portable. Elle va mettre donc en tant qu'entrée dans son portable ce discours de continuer à écrire comme la pousse. Écrivez, voilà. Écrivez, voilà. En fait, elles trafiquent avec leur téléphone et elles s'enregistrent en train de lire donc une partie de cette lettre d'un éditeur qu'elle a reçue qui lui dit « Vous avez indéniablement quelque chose, écrivez ». Et en fait, elle en fait sa sonnerie de réveil et tous les matins, elle se réveille avec écrivez de manière un peu autoritaire et un peu méthode Coué pour se convaincre que c'est vraiment ça qu'il faut qu'elle fasse dans la vie. Et puis en fait, bon, ça marche pas trop. C'est pas comme ça que ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Ce serait trop simple. Oui, mais donc Lucile, elle va de son côté avoir de l'argent du CNC, donc ce qui va l'aider et qui va l'aider à réaliser son premier long métrage. Oui, voilà, c'est le déclenchement parce que en France, ça se passe un peu comme ça. Oui. On peut faire des films sans le CNC, mais disons que c'est mieux si on a le CNC. Donc voilà, Lucile obtient une aide du CNC pour réaliser son premier long métrage. Et en fait, du coup, Clara, qui à ce moment-là, au niveau de l'écriture, est un peu perdue, n'arrive plus trop à écrire après ce premier échec, finalement, avec son premier manuscrit, va trouver dans l'énergie de Lucile à faire ce film et à réaliser ce film dont elle rêve. Elle va non pas l'envier et rester sur le quai de la gare en regardant le train partir. Elle va au contraire elle-même se remettre à écrire avec l'envie de vivre elle aussi son propre rêve. Et c'est dans l'énergie, c'est pour ça qu'elles sont dans quelque chose d'extrêmement positif à ce moment-là, qui leur porte chance, c'est-à-dire toutes les deux, elles se nourrissent de l'admiration mutuelle qu'elles ont l'une pour l'autre, quoi. Oui. L'énergie donne de l'énergie. Oui, chacune d'elles donne de l'énergie positive à l'autre. Voilà, c'est ça. Et donc Lucile va finalement voir son film donc abouti et il sera même programmé au Festival de Cannes. Voilà, le Festival de Cannes, c'est un peu l'acmé de leur relation professionnelle. En tout cas, c'est l'acmé professionnel de leur relation, c'est-à-dire que Clara vient assister à la projection du film puisqu'elle ne l'a jamais vu. Le film est projeté pour la première fois à Cannes, puisque c'est toujours le cas des films qui sont sélectionnés à Cannes, ils n'ont jamais été vus. Oui. Et en fait, le jour où elle assiste à cette projection, elle reçoit sur son téléphone pendant la projection, elle aussi, oui. Elle reçoit l'annonce un message de son éditeur, futur éditeur. Voilà, de son futur éditeur, c'est une éditrice, qui lui dit qu'elle va être publiée. Et donc, ce jour un peu béni où le film de Lucile est projeté avec succès à Cannes et où Clara apprend sa publication, représente, un des plus beaux jours de leur vie, en fait, professionnelle. Après, on s'entend, il y a d'autres choses. Bien sûr. Mais elles vivent exactement la même chose au même moment et c'est un peu une blague à la fin dans le livre sur l'influence de Gilles Jacob parce que c'est lui qui est encore directeur du Festival de Cannes et elles ont l'impression que Gilles Jacob leur a porté chance et c'est un truc qu'elle va se redire après, Clara, en disant Gilles Jacob, viens-nous en aide. Comme s'il pouvait faire quelque chose après, alors que ça n'a pas grand-chose à voir. Mais oui, c'est un moment de bonheur intense et surtout de réunion, puisque ces deux amies qui évoluent depuis quand même longtemps, l'une à côté de l'autre, d'un coup vont connaître donc le même jour la réalisation d'une partie d'elles-mêmes finalement. Donc c'est assez inédit. C'est inédit, c'est deux rêves qui se réalisent pratiquement le même jour, on va dire. Oui, et puis donc elles vont avoir des vies, donc il y aura une qui va avoir un enfant, bien sûr. Oui, voilà, après, c'est une fois que les rêves professionnels se sont réalisés, disons que les rêves personnels essaient de se réaliser aussi, et donc forcément, elles ont 30 ans et quelques, se posent la question d'avoir des enfants, donc elles ont toutes les deux un amoureux, et puis
Et ben pour Clara, ça va venir assez vite. Et puis pour Lucille, à cause de cette fameuse maladie qui donc la poursuit finalement, l'enfant ne va pas venir. Et de ce décalage entre elles deux va naître la deuxième un peu rupture finalement, qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas de suspense dans le livre. Elles sont toujours amies à la fin du livre et nous sommes toujours là, qui est la dernière phrase du livre. On le sait dès le départ, il n'y a pas de suspense. Mais leur amitié là va être vraiment extrêmement mise à mal par ce décalage, par cet enfant finalement qui ne vient pas chez Lucille et qui crée un immense déséquilibre entre elles. Et puis c'est une période où les gens sont malades, où les gens commencent à mourir autour d'elles, puisque à partir de 30 ans, c'est quelque chose qui est assez normal finalement. Voilà, c'est la vie, on perd ses grands-parents, ça c'est encore plus normal, mais parfois aussi ses parents. Et donc la mère de Lucille va tomber malade à ce moment-là, elle va avoir un cancer. Et du coup, il y a comme quelque chose qui s'assombrit. Voilà, la relation à ce moment-là s'assombrit énormément parce que la vie s'assombrit aussi. Oui. Et elles vont quand même réussir à sortir de cette obscurité. Voilà, c'est ça qui est... Et le livre, d'ailleurs, s'ouvre justement par cet épisode donc triste, la mort de la mère de Lucie. Oui, qui est un personnage en plus qu'on a suivi depuis le départ, qui est un personnage très positif, un peu extravagant, très gai, un personnage très sympathique et qui effectivement meurt à la fin du livre. Et donc, la fin du livre étant le début du livre, puisque ça se rejoint. Effectivement, on s'ouvre sur l'enterrement. Après, le livre ne parle pas du tout de la mort. C'est un livre très gai, je pense. Mais il s'ouvre effectivement sur l'enterrement de la mère de Lucille, qui marque un peu finalement un genre de passage à l'âge adulte. Parce que le livre, en fait, parle quand même énormément de ça, de qu'est-ce que c'est grandir, qu'est-ce que c'est devenir adulte et grandir à deux. Tout ça est vu toujours par le prisme de l'amitié. En tout cas, vous le racontez de fort belle manière, cette relation d'amitié exceptionnelle, bien sûr. Il y a si peu d'amitié qui durent comme ça sur 20 ans dans le monde d'aujourd'hui. C'est quand même l'histoire racontée depuis une trentaine d'années, moins peut-être. Et puis donc, il y a ce regard de Clara sur elle-même, sur Lucille et sur le reste du monde. Par exemple, quand elle va pour la première fois en Suède, elle dit « J'ai peur que la Suède me contraigne, me dresse, m'oblige. J'ai peur de devoir me plier à quelque chose, à quelqu'un. » Et en fait, tout le long de cette vie que vous racontez, elle est un peu dans la même posture. C'est une révoltée apaisée. Elle est révoltée, mais elle ne le montre pas très très bien. Révoltée molle, je sais pas. C'est une gentille révoltée, on va dire. C'est pas une vraie révoltée. Mais elle est fière, voilà. C'est un personnage qui est fier, Clara. Donc, elle est très orgueilleuse. Elle est un peu révoltée. Et en même temps, elle n'a qu'une envie, c'est de vivre sa vie et d'être heureuse. Donc, c'est une gentille révoltée, oui, voilà. Alors que Lucille, elle n'est pas dans un déni de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, avec non, au contraire, elle les difficultés qu'il y a. Elle l'accepte énormément, puisque c'est la crise. Elle pense même qu'elle est une privilégiée par rapport à d'autres. Mais c'est le cas, toutes les deux, elles sont privilégiées, elles ont grandi dans des beaux quartiers, elles ont été dans un très bon collège, même si elles crachent dessus parce que ça ne leur convient pas. Malgré tout, elles sont quand même le résultat de cette éducation qu'elles ont eue. Et c'est ce qui les embarrasse d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles ont beau se dire quelle horreur cet endroit, et les gens sont atroces et cette élite est horrible. Malgré tout, elles sont le résultat de cette élite. C'est-à-dire qu'il y en a une qui écrit des livres et l'autre qui fait des films. Sans doute que malgré elles, cette éducation les a quand même aidées. Et c'est ce qui les désole, c'est que ça doit passer par là, finalement, qu'on ne puisse pas s'en sortir autrement que par une forme d'élitisme qu'elles réprouvent. En tout cas, c'est une très très belle chronique des temps présents, parce que ça continue. Et ce n'est pas votre premier roman. Elsa Flagel, je crois que c'est le 4e roman publié aux éditions Julliard, n'est-ce pas? C'est ça. Donc vous avez publié d'autres textes. Donc, si je ne me trompe pas, le premier serait « J'étais la fille de François Mitterrand », voilà, c'est ça, Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce roman? Alors, publié en 2009 aux éditions Julliard. Oui, c'est ça. Ce premier roman, c'était l'histoire d'une petite fille qui s'imaginait qu'elle était la fille de François Mitterrand, qui rêvait qu'elle était la fille de François Mitterrand. Parce qu'elle avait une relation avec son père qui la décevait, enfin qui
qui n'était pas à la hauteur de ce qu'elle imaginait. Et donc, elle fantasmait, ça se passe dans les années 80, évidemment, puisque François Mitterrand est alors président de la République. Oui. Et un jour, elle le voit, François Mitterrand en vrai, qui va remettre les cendres de Jean Monnet au Panthéon. Et elle a comme un coup de foudre, en fait, finalement, pour lui. C'est un peu comme si elle tombait amoureuse de lui, sauf qu'elle est beaucoup trop jeune. Et elle va se dire, mais c'est le père idéal, François Mitterrand. C'est le père de la nation et c'est le père idéal. Et c'est le mien aussi. Donc elle va se dire, c'est bon, je suis sa fille, c'est tout trouvé. Ouais, je le prends, c'est lui. C'est bien vu. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie histoire de la fille de Mitterrand. Oui, qui est écrivain aussi aujourd'hui, voilà. N'est-ce pas? Donc, il y a eu un autre livre, toujours aux éditions Julliard. Alors, c'est Madame Tabar n'est pas une femme, voilà, 2011. Ouais. Et ce texte, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, Madame Tabar n'est pas une femme. En fait, le titre, qui est un peu énigmatique, il est tiré d'un film de François Truffaut qui s'appelle Baiser volé, dans lequel donc le personnage de Jean-Pierre Léaud, donc, qui joue Antoine Doinel, dit à un moment donné, en parlant de Delphine Seyrig, qui donc joue Madame Tabar, dit « Madame Tabar n'est pas une femme, c'est une apparition ». Et en fait, ce livre, c'est un livre qui parle énormément de la fascination du cinéma, puisque c'est quelque chose que j'entretiens moi. Vous avez fait des études de cinéma, voilà, c'est ça? Moi j'ai fait des études de cinéma et je suis très cinéphile. Enfin, c'est le premier art que j'ai adoré, le cinéma. J'ai adoré la littérature, mais c'est vrai que ce cinéma exerce sur moi une fascination, je pense qu'il n'a pas de... je ne sais pas pourquoi je suis autant fascinée par le cinéma, mais voilà. Et donc, j'ai fait des études de cinéma. Moi, j'ai étudié plutôt Jacques Demy, mais qui est un cinéaste de la Nouvelle Vague. C'est qui Jacques Demy, alors? Donc, Jacques Demy, c'est un cinéaste de la Nouvelle Vague qui donc est mort depuis quand même assez longtemps, depuis les années 90, qui a réalisé des comédies musicales. C'est sa grande spécialité. C'est le seul quasiment en France. Il n'a pas fait que des films musicaux, mais disons que la grande majorité de ses films sont musicaux. Et c'est un univers que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement gai et extrêmement coloré en apparence. Et en même temps, sous cette espèce de légèreté apparente, il y a énormément de profondeur et de gravité. Et c'est ces deux choses-là qui me plaisent beaucoup et que je retrouve aussi chez François Truffaut, que j'adore évidemment, sinon j'aurais jamais écrit ce livre, et qui, je pense, ils ont exactement cette chose-là que moi j'adore et que j'espère qu'il y a aussi dans mes livres d'ailleurs, ce mélange de profondeur et de légèreté. Oui, et dans quelle mesure, par exemple, le cinéma de Truffaut vous aide dans vos écritures? Il vous influence un peu? Le cinéma de Truffaut, il est très littéraire, donc c'est une drôle d'influence, parce que je m'influencerais de quelqu'un qui serait lui-même influencé par les livres. Truffaut, c'est vraiment le cinéaste littéraire par excellence. Par excellence, oui. Donc, je ne sais pas dans quel sens se fait l'influence finalement. Est-ce que je l'aime parce qu'il est littéraire, ou est-ce que je l'aime parce qu'il transforme la littérature en cinéma? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce que je disais sur le mélange des tons, que je trouve vraiment extrêmement précieux, sur le mélange de légèreté et de gravité et de profondeur. Je trouve que c'est extrêmement profond, les films de Truffaut. On peut les revoir des milliers de fois et découvrir des choses nouvelles. C'est impressionnant. Et puis aussi, sur l'intimité, sur les sentiments, c'est d'une pureté absolue. C'est-à-dire que c'est la passion amoureuse dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de médiocrité, voilà. C'est tout sauf médiocre. Et en même temps, il y a une forme de simplicité quand même au niveau de la forme. Ça n'est pas du tout grandiloquent. Et ce ton qui est toujours décalé, il y a un décalage chez Truffaut dans la manière dont jouent ses comédiens. Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud, il a une manière de jouer que plein de gens trouvent complètement insupportable, moi que j'adore, mais qui est très décalée dans la manière dont il parle, parce que c'est très littéraire. On a l'impression qu'on le voit lire le texte sous nos yeux quasiment, mais il n'est pas le seul. Dans les films de Truffaut, tout le monde joue un peu de la même façon, et c'est la façon dont parlait François Truffaut. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je retrouve par exemple chez Arnaud Desplechin. D'accord. Aujourd'hui, je trouve qu'il a exactement ça, et je trouve ça miraculeux. Pour moi, c'est la perfection, quoi. C'est magnifique. Et vous avez publié aussi un autre roman intitulé Les araignées du soir en 2013, toujours chez Julliard. Et ce roman, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Les araignées du soir, c'est une histoire d'amitié aussi, pas seulement, mais au départ, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes gens. Alors, c'est un garçon et une fille, donc c'est très différent de l'amitié féminine. Ça n'a pas du tout les mêmes enjeux, surtout que le garçon est amoureux de la fille, en l'occurrence. Et c'est une histoire chorale, Les araignées du soir. Il y a plusieurs personnages qui prennent la parole, comme souvent dans mes livres, sauf dans le dernier, où ça n'est pas le cas. Et finalement, c'est une histoire d'amitié déçue.
d'amour déçu, d'amitié déçue, on ne sait pas, qui va virer au drame en gros. Et ça se termine pas très bien parce que je revisite un pan historique un peu moche, ce qui est celui des femmes tondues. Donc c'est un roman un peu plus noir que les autres, on va dire, je dirais. Ça se passe donc juste après la Deuxième Guerre, c'est ça? Non, pas du tout, ça se passe justement, c'est revisité, c'est réapproprié. Ça se passe de nos jours, mais je revisite, c'est comme un motif voilà, que je traiterai. Mais ça ne se passe pas du tout après la Seconde Guerre mondiale, non, justement. Et vous, quand vous écrivez, vous dites dans une interview que j'ai lue sur Internet qu'écrire, c'est un travail de longue haleine. C'est laborieux à ce point quand vous écrivez? Ça dépend. En fait, ça dépend des livres. J'avoue que pour le dernier, pas du tout. Ça n'a pas du tout été laborieux, ça a été juste extrêmement agréable tout le temps et ça a été le bonheur total, ce livre. Mais il faut avouer que la plupart du temps, disons que les 3 précédents en tout cas, oui, c'est un peu laborieux. Non pas que ce soit des années de labeur, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a quelque chose qui n'est pas continu dans l'écriture. Ça n'est pas je commence et puis je trace un trait et après je le termine. C'est vraiment, il y a des revirements, il y a des moments de blanc où on ne sait plus du tout quoi faire. Et c'est en ça que c'est laborieux, c'est-à-dire que on ne sait jamais si on va arriver au bout. Et c'est ça le plus stressant, je trouve. Après, il y a des écrivains qui, du coup, pensent à l'avance le livre, font un plan. Comme ça, ils n'ont plus qu'à écrire. Mais moi, je ne fais pas du tout comme ça, je suis incapable. Donc moi, j'écris sans savoir où je vais. Mais vous avez quand même une idée. Par exemple, pour le dernier, comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire cette amitié donc, entre ces 2 femmes? J'avais envie de raconter une histoire d'amitié parce que je trouve que ce n'est pas un thème qui est extrêmement traité en littérature, l'amitié. C'est un thème, l'amour. Alors là, oui, évidemment, et à raison, c'est très intéressant. Mais l'amitié, je trouve que c'est toujours un peu réduit. Et j'avais envie de magnifier une histoire d'amitié, de la raconter comme une histoire d'amour, justement, de faire un mélo finalement avec l'amitié. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre ces 2 jeunes filles et puis je vais les suivre dans le temps. Voilà, ça c'est ce que je savais au départ. Après, le reste, qu'est-ce que j'allais raconter, jusqu'à quand? Tout ça, je ne savais pas du tout. Je suis partie avec ce qui est venu. Et ce qui est venu, c'était la mort de la mère de l'une d'elles, et puis ce retour en arrière sur tout le livre, et cette rencontre un peu cocasse finalement au collège, dans un univers des années 90 que moi j'ai connu aussi adolescente, donc en fait ça me faisait plaisir aussi de le raconter. Bien parce sûr. Que c'est une époque qui est pareil, est assez peu racontée, les années 90, donc j'étais contente de m'y replonger, même au niveau de la musique, parce qu'il y a pas mal de musique dans le livre. Oui, c'est vrai. Et j'avais envie de me replonger dedans. Donc voilà, c'était l'amitié, mais c'était aussi ça. Raconter ces époques-là, cette musique-là, me replonger là-dedans. Et tout ça donne ce livre, mais au départ... Est-ce qu'il y a une part de nostalgie dans ce texte, alors, dans votre écriture en général? Je pense, oui. Je pense qu'il y en a une. Après, pas seulement. Je ne crois pas être vraiment complètement nostalgique. Mais c'est sûr que l'écriture permet ça. Ce serait dommage de s'en priver. Quand on écrit, on se remet on se met dans nos personnages. On aime tous les personnages, on est le lieu, on est tout. Donc, j'avoue que revivre les années 90, avec la vision qu'on en a maintenant, qui paraissent... je trouve que maintenant, elles paraissent carrément joyeuses, les années 90 par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le bon vieux temps, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que c'est parce que c'est passé qu'on se dit que c'est le bon vieux temps. Comme dit Ernesto Sabato, l'écrivain argentin, qui dit que le bon vieux temps, en fait, c'est une invention, parce que ça n'existe plus. Oui, et puis en fait, c'est un peu réac, donc j'aime pas trop cette position dans l'absolu, mais il faut quand même dire que là, la période dans laquelle on vit me semble quand même un peu plus grave que cette période-là. Mais peut-être qu'effectivement, c'est le décalage, hein. C'est possible. Hein. Oui, et vous, donc, vous écrivez aujourd'hui, donc vous avez publié votre 4e roman chez Julliard. Il y a eu des écrivains qui vous ont influencé quand même. Il y en a c'est lesquels alors? Il y en a plusieurs. En fait, vrai? Je ne saurais pas dire exactement... en fait, si. Je sais dire des livres, mais je ne sais pas dire des écrivains. Des écrivains, d'accord. Parce que j'ai beaucoup plus de mal à... Après, par exemple, Paul Auster, que j'aime énormément, je peux dire qu'il m'a influencé parce qu'il m'a donné envie d'écrire. Mais ce que j'écris n'a absolument aucun rapport avec ce que fait Paul Auster. Avec son écriture lui-même, non, ça n'a absolument rien à voir. Je ne me compare pas du tout. En fait, l'influence littéraire, comme l'influence du cinéma d'ailleurs, c'est plus pour moi quelqu'un qui va me donner envie d'écrire. Quand je lis un très bon livre,
ça me donne envie d'écrire parce que je me dis, c'est ça que j'ai envie d'avoir, c'est ça que j'ai envie d'atteindre. Vous dites, j'aimerais écrire un livre de ce genre? Pas forcément de ce genre, j'aimerais que le lecteur retrouve le plaisir que moi j'ai à le lire, ou l'identification, ou voilà, le plaisir, j'aimerais qu'il le retrouve dans mes livres. Ce qui ne veut pas dire que je vais employer exactement les mêmes techniques. Bien sûr. Est-ce que le silence vous aide à écrire? Ah bah oui, le silence, c'est pas qu'il m'aide, c'est qu'il est nécessaire. Il est impossible d'écrire dans... Vous ne pouvez pas écrire dans un café avec des gens. Ah non, non, impossible. Non, non, moi, il faut que il faut me concentrer, sinon il faut être en soi quand même. Donc pour être en soi, il faut fermer un peu les fenêtres aux autres, quoi. C'est nécessaire. Moi, je peux pas faire autrement, non. D'accord. Malheureusement, on arrive au bout de notre voyage, de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot. Non, écoutez, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour, là. Le livre me paraît assez clair, j'imagine, pour ceux qui nous regardent. Non, écoutez, ça me semble bien. Eh bien, merci d'être venu à Berbère Télévision, je vous en prie. Merci d'être venu dans Graffiti et bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.